Clairon. Alors, après des mois de blocage, ça fait longtemps que Joe Biden avait fait cette annonce, cette promesse et qu'il poussait les parlementaires américains à ce vote, eh bien, la Chambre des représentants a adopté, enfin, j'ai envie de dire pour eux, samedi dernier, un plan d'aide de 61 milliards de dollars pour soutenir Kiev. C'était donc exactement le montant demandé par Joe Biden. On a pu voir d'ailleurs à ce moment-là, samedi dernier, des petits drapeaux ukrainiens volés. Regardez ça. Alors là, vous voyez quand même une assemblée avec beaucoup de drapeaux. Les républicains ont voté quand même à 101 contre 112 pour cette aide. Les démocrates ont tous voté pour l'aide, évidemment. Donc un résultat qui est plus que majoritaire sur ce vote. Alors, en plus des 61 milliards accordés à l'Ukraine, il y a 13 milliards de dollars qui partiront pour Israël pour assurer la puissance de son dôme de fer, 9 milliards de dollars d'assistance humanitaire qui sera notamment redistribuée à Gaza, mais pas que, et puis une enveloppe de 8 milliards de dollars pour l'Indo-Pacifique et notamment pour Taïwan. Le Sénat devrait aujourd'hui confirmer ce vote. Alors aujourd'hui, la question c'est celle-ci. Que représente réellement ce vote pour l'Ukraine? Est-ce que ça va changer les choses sur le front, concrètement, sachant que aide militaire il y a, mais les hommes, eux, peut-être continuent de manquer? C'est la question que je vais poser à mes deux invités. Et deuxième question, pourquoi les républicains se sont alignés sur la demande de Joe Biden, ce qui pourrait paraître comme un soutien finalement, indirect en tout cas, au moins une absence de contestation de sa politique internationale, et cela en pleine période de campagne? Ça interroge. Eh bien, pour mieux comprendre cela, nous sommes avec Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur, je le rappelle, du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement, et devrait nous rejoindre dans quelques instants, enfin je ne sais pas, Charles Danjou, président fondateur d'Omerta, avec qui vous publiez un numéro spécial, un hors-série d'Omerta, Ukraine, la vérité du terrain, donc après 2 ans de guerre racontée par les reporters et par les experts du CFDR. Alors, Éric Denessé, déjà, première question, qu'est-ce que ça va changer pour l'Ukraine exactement ce vote? Et pour l'instant, pas grand-chose. Je crois qu'il faut rappeler un petit peu l'historique. Johnson, le président, enfin le speaker de la Chambre des représentants, a réussi finalement à manipuler quelques républicains pour qu'ils votent aux côtés des démocrates, ce qui fait que beaucoup d'autres républicains lui en veulent énormément. On dit qu'il risquerait de perdre son poste à cause de cette manipulation. Vous le disiez tout à l'heure, le budget va maintenant passer devant le Sénat. 80-90%, il est à peu près certain qu'il passe, mais je n'écarte pas, même si c'est très hypothétique, quelques surprises parce que un certain nombre de sénateurs démocrates, eux aussi, ont des électeurs dans leur région, et en fonction de la connotation, ils seraient peut-être conduits à ne pas voter dans cette direction-là. Oui. Bon, quoi qu'il en soit un peu plus de 60 milliards de dollars, entre le moment où ce budget va être voté, le moment où l'argent va être débloqué et le moment où et les matériels vont finalement parvenir en Ukraine, il va s'écouler pas mal de temps, c'est-à-dire plusieurs mois, et plusieurs mois, ça nous amène au milieu de l'été. Donc, ça ne va pas changer le cours de la guerre. D'autant que finalement, quand on regarde comment se structure ce budget, il y a plusieurs éléments qu'il faut garder à l'esprit. D'abord, plus de la moitié, c'est de la maintenance, c'est des budgets pour des opérations de maintenance, donc plus de 34 milliards de dollars. On a juste 5 à 6 milliards de dollars qui concernent les munitions, à peu près 3 milliards pour les missiles. Voilà, et le reste, c'est-à-dire à peu près 12 milliards qui viennent du département d'État et non pas du département de la Défense, ce sont de tout ce qui va être le support économique. Donc, c'est une aide importante qui a été bloquée depuis plus d'1 an et demi. Les Ukrainiens l'attendaient, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce budget, entre le moment où il est voté et le moment où il va se traduire concrètement dans les faits, il va se passer du temps, ça va nous approcher des élections américaines, et je crois que les Russes ont pris en considération ce budget-là pour essayer d'anticiper les impacts que ça pourrait avoir sur le terrain. Oui, alors, d'après ce que je comprends, vous expliquez tout de même que même si tout ce budget était alloué assez rapidement, finalement, ça pourrait ne pas changer grand-chose sur le terrain, puisque il n'y a pas grand-chose qui est alloué, enfin pas grand-chose. Disons que les sommes ne sont pas suffisamment importantes pour faire une différence au niveau des munitions et des missiles, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, parce que c'est au total un peu moins de 10 milliards. Le reste est beaucoup plus sur des opérations de maintenance ou de soutien économique. Puis je crois qu'il faut aussi le dire, dans toute l'aide qui est accordée à l'Ukraine par les pays occidentaux depuis le début de ce conflit, les différents politiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, annoncent des budgets très élevés. Ce sont les sommes qu'ils souhaitent attribuer à Kiev. Mais encore une fois, entre les sommes qu'ils ont décidé d'attribuer et ce qui parvient directement sur le terrain, il y a toujours une différence et elle est parfois significative. Ah d'accord, c'est bien de le signaler également. Autre question, celle du changement sur le terrain toujours, puisqu'on sait, et vous nous l'aviez déjà expliqué ici à cette antenne, que il y a de toute façon un problème de volonté des recrues ukrainiennes, de problèmes d'infanterie, de recrutement. Est-ce que ça peut changer aussi peut-être même le mental des troupes et peut-être redynamiser un peu le front côté ukrainien ou pas forcément? Dans l'absolu, en fonction de la communication qui sera faite par le gouvernement de Kiev, et on le voit beaucoup depuis que le budget a été voté à la Chambre des représentants, bien sûr, ça peut avoir un impact, mais encore une fois, il est minime parce que les combattants sur le terrain, d'abord, ne sont pas toujours informés de ce qui se passe sur la scène internationale quand ils sont au milieu des combats. Ensuite, ils sont aussi, parfois, il faut le dire, très blasés parce que ça fait plusieurs reprises qu'on leur annonce une aide, des financements de l'OTAN et qu'ils ne voient pas toujours les choses arriver. Donc, là non plus, il ne faut pas s'attendre à un retournement de situation avec le vote de ce budget. La situation sur le terrain maintenant est de plus en plus favorable aux Russes, même si en réalité ils n'avancent pas tant que ça quand on regarde l'évolution des combats et des zones qu'ils contrôlent. Mais je dirais la logique est maintenant durablement, si ce n'est définitivement inversée. Alors, deuxième question, et là on a du mal à comprendre également, c'est ce vote républicain. Alors qu'on est quand même dans une campagne électorale qui, donc tous les votes ont tendance à avoir une résonance électorale et présidentielle. Ici, c'est républicains qui, quasiment pour moitié, ont voté dans la direction de Joe Biden. Oui, alors il faut garder à l'esprit que la scène politique américaine est aujourd'hui très chaotique en raison des personnalités des deux candidats aux prochaines présidentielles. Trump n'a jamais fait l'unanimité chez les républicains, même s'il semble que, en raison de la, comment dire, de la sénilité de Biden, beaucoup de gens maintenant considèrent qu'il est le seul recours. Il y a malgré tout dans son camp des gens qui votent contre lui. Et puis, au-delà du soutien à sa personne, encore une fois, il faut rappeler que chaque représentant ou chaque sénateur est quand même élu dans sa région et en fonction de ce qu'il sent sur le terrain, afin d'être élu dans le cadre des prochaines élections, ils peuvent changer de point de vue. Je le disais tout à l'heure, il y a quand même eu une manipulation de la part de Johnson, le speaker, qui est l'origine du retournement d'un certain nombre de républicains. Mais cette situation, on voit la même chose dans le camp démocrate. Il y a beaucoup de démocrates qui sont soit plutôt à l'extrême gauche, soit plutôt au centre gauche, qui vont être pour ou contre Biden. Beaucoup d'entre eux sont excessivement fatigués de l'irresponsabilité, malheureusement, je le disais, de la sénilité de Biden. Donc les deux camps sont beaucoup moins homogènes qu'on l'imagine. Oui, mais là, malgré tout, dans ce vote, on a l'impression qu'il soutient indirectement la demande de Joe Biden. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant vu de l'extérieur. Alors, autre sujet, je vous propose d'écouter le commissaire européen Thierry Breton sur LCI qui annonçait quasiment une guerre avec la Russie, hein, en expliquant que eh bien, nous sommes là, les Européens, et nous n'avons pas peur. Écoutez cet extrait. Un extrait. Dimension diplomatique. Vous savez, Vladimir Poutine ne connaît que les rapports de force. Quand le moment viendra, si ce moment vient, et on espère qu'il viendra, où Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, s'assoit à une table de discussion, ce qui est absolument essentiel, c'est que Vladimir Poutine sache que derrière Zelensky, il y a toute une industrie de défense qui est nettement supérieure à la sienne. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Et croyez-moi, la Russie a dépensé l'année dernière 64 milliards d'euros pour sa défense. Nous, c'est 240 milliards en Europe. Donc, on a tout ce qu'il faut. N'ayons pas peur. Voilà, n'ayons pas peur, on est prêts et nous sommes derrière l'Ukraine. On a l'impression que, comme les Américains, c'est le message qu'on souhaite faire passer. En tout cas, nous sommes derrière eux, n'ayons pas peur, ou en tout cas, les Ukrainiens, n'ayez pas peur, allez-y. Nous sommes derrière vous. Est-ce que, pareil, est-ce que finalement, ça peut vraiment changer la donne, cette aide et américaine conjuguée à une aide européenne, en tout cas ce soutien, ou
plus loin, je vais plus loin qu'une aide financière, mais cette volonté, on va dire c'est presque cette poussée derrière les Ukrainiens, qui est celle des gouvernants européens et américains. Non, je ne le crois pas. Là, je pense que malheureusement, on le disait en début d'émission, les Ukrainiens ne mobilisent pas suffisamment pour avoir une armée digne de ce nom. Donc ça veut dire que la volonté de combattre n'existe pas. D'abord, je crois qu'il faut le rappeler, ce n'est pas la guerre des Ukrainiens, c'est la guerre du régime ukrainien et d'une minorité d'extrémistes plutôt de l'ouest de l'Ukraine. Donc ça explique pourquoi la mobilisation ne se fait pas. Ensuite, ce que dit Thierry Breton, je ne connaissais pas cet extrait, est totalement paradoxal. D'une part, il explique que nos budgets de défense, notre industrie de défense est infiniment supérieure à celle de la Russie. Et d'autre part, on voit d'autres responsables politiques et militaires européens nous dire que nous craignons une invasion russe. Donc on est encore une fois totale incohérence dans les contradictions. Puis je crois qu'il faut aussi rappeler qu'on est incapable aujourd'hui de produire suffisamment d'obus et de munitions pour les Ukrainiens, mais aussi pour nos armées, que beaucoup d'industriels qui seraient peut-être en position de produire disent bah, écoutez, tout ça c'est très bien, mais on n'a pas encore vu le début de commandes passées par les États, donc ils sont extrêmement. Ils regardent pour l'instant. Donc je crois qu'on est encore dans des déclarations politiques qui, lorsqu'elles ne sont pas contradictoires, sont mensongères. Enfin, ces propos n'ont pas de sens. Effectivement, la seule chose qui est juste, c'est que nous avons des forces armées, des budgets de défense et une population très largement supérieure aux Russes. Donc dès lors, vouloir croire que la Russie veut envahir l'Europe est complètement fantasmagorique. Alors, dernier sujet, et totalement d'actualité. Hier, on apprenait, c'est le Fonds monétaire international, qui a révisé à la hausse la prévision de croissance de la Russie et qui la place dans une performance qui est bien meilleure que celle des États-Unis, du Japon ou même de la France. Un rebond de 3,2% pour la Russie, tandis qu'on est à 2,7% pour les États-Unis, le Japon 0,9% ou encore la France 0,7%. Et là, je parle de la croissance du PIB, mais on pourrait aussi parler plus généralement du PIB de ces pays-là. Et finalement, on est loin des annonces de Bruno Le Maire. Oui, alors, ça s'explique de plusieurs façons. D'abord, les efforts qu'a fait l'économie russe depuis le début des années 2000 commencent à payer. Ensuite, il faut rappeler que c'est une économie qui bénéficie d'une énergie à très faible prix, qui s'est largement restructurée, alors que la situation chez nous est totalement différente. Nous avons été incapables de procéder à des réformes économiques. Nous vivons aujourd'hui avec des coûts de l'énergie qui deviennent exorbitants à cause justement des sanctions que nous avons appliquées à la Russie. Et donc, petit à petit, le phénomène s'inverse et joue en faveur de Moscou. Voilà. Donc malheureusement, on est en train de payer le prix de notre irresponsabilité sur le plan politique international, et l'inflation que nous vivons au quotidien, l'accroissement des prix, ce sont des conséquences directes des sanctions et de cette guerre en Ukraine, et surtout d'avoir interrompu l'approvisionnement de nos industries en gaz russe et d'acheter un gaz naturel liquéfié américain beaucoup plus cher. Et alors encore une fois, est-ce que nous allons l'avoir longtemps? Puisque je rappelle que l'une des raisons pour lesquelles les grands groupes pétroliers sont aujourd'hui hostiles à Biden aux États-Unis, c'est qu'il a décidé d'arrêter pour l'instant l'exploitation d'un certain nombre de gisements de gaz et donc l'exportation vers l'Europe. Donc on en parle peu, mais il y a toujours une vraie interrogation qui existe à ce sujet dans l'attente des prochaines élections pour voir s'il y aura un changement d'attitude. Et alors, un sujet là-dessus sur les sanctions européennes, américaines contre les Russes, qui étaient censées donc plomber l'économie russe, je le rappelle. Eh bien, en fait, on apprend notamment sur cette question du pétrole que en 2022, les sanctions contre le pétrole ont finalement eu pour résultat d'augmenter les recettes des Russes, puisque même s'ils ne pouvaient plus vendre directement aux Européens, cela repassait par l'Inde et la Chine, avec des ventes beaucoup plus importantes. Oui, les recettes énergétiques de la Russie ne cessent d'augmenter. Bien sûr, la Chine représente, je crois, une très grande majorité de leurs exportations d'hydrocarbures, mais tout ce qui a été interrompu avec l'Europe a trouvé immédiatement preneur sur le marché par les autres États. Et puis, il faut rappeler que nous continuons indirectement à recevoir du gaz russe et du pétrole russe, parce que tout ça passe par l'Inde qui l'achète à bas prix et qui nous le revend. Donc, c'est vrai qu'on est quand même un petit peu dans une situation ubuesque.
Alors, sur le plan énergétique, sur le plan de la production d'armement, j'y reviens un instant parce que la presse s'est fait écho ces derniers jours et c'est quelque chose de réel d'une proposition de vente d'armes de la France à la Grèce qui est tout à fait nécessaire vu la menace que pourrait faire peser la Turquie sur ce pays, où nous proposons bien sûr des véhicules de combat d'infanterie neufs, mais également nous proposons de donner un certain nombre de véhicules d'occasion. C'est assez amusant puisqu'on nous dit en permanence, et c'est vrai, que les armées françaises sont sous-dimensionnées et sous-équipées et que nous sommes en train de donner nos réserves à l'Ukraine et de proposer d'autres réserves de matériel à nos partenaires grecs dans le cadre d'une offre commerciale. Encore une fois, voilà, on se demande ce que l'on veut vraiment et notre politique, comme la politique européenne, est pleine de ces contradictions. On ne sait plus vraiment parfois où est la vérité. Et, c'est vrai, et ce sera peut-être ma question conclusion, pour le dire comme ça, puisque moi je me suis demandé si cette aide accordée aux Ukrainiens, avec un vote massif comme on le rappelait, dont celui des républicains, n'était pas finalement un pis-aller pour l'Ukraine ou presque un cadeau empoisonné? Si, alors de toute façon, ça contribue à poursuivre ce conflit, qui est un conflit dévastateur pour les Ukrainiens, évidemment. Mais les Américains sont allés tellement loin qu'ils ne veulent pas perdre la face totalement, les Occidentaux de la même manière. Et malheureusement, avant les élections présidentielles de novembre 2024, je crois qu'il ne faut pas s'attendre, en tout cas, à un infléchissement de cette aide occidentale qui se réduit, se limite je dirais, à maintenir l'Ukraine à peu près à flot. Seulement, on ne voit pas clairement ce que veulent les Russes en face. Est-ce qu'ils veulent, comme ils le disent, aller à la table de négociation? Est-ce qu'ils veulent aller plus loin, prendre Kharkiv, Odessa? Est-ce qu'ils vont accélérer l'offensive? C'est pour l'instant la grande inconnue dans ce conflit. Ouais. Merci beaucoup Éric Denessé, directeur du CFDR, Centre français de recherche sur le renseignement, et justement aussi également auteur d'ouvrages notamment sur l'Ukraine qu'on peut retrouver aux éditions du CFDR. Et puis, alors nous n'avons pas réussi à retrouver Charles Danjou, fondateur d'Omerta, mais on reparlera ensemble de ce numéro spécial hors série Ukraine, la vérité du terrain, pour laquelle les experts du CFDR ont également participé.